Quelles sont les dernières tendances de l'immobilier, l'évolution des prix, l'évolution des ventes, mais aussi les perspectives, les projets immobiliers pour demain? C'est ce que l'on va voir avec les notaires de France, nos experts. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui. Bonjour à tous les deux, maître Marie-Hélène Perrault-Augereau-Hue, notaire, présidente du 120e Congrès des notaires de France, qui se tiendra dans quelques jours à Bordeaux, du 25 au 27 septembre, sur le thème de l'urbanisme durable, et on va en parler tout à l'heure. Maître Thierry Delsal. Bonjour. Bonjour. Alors, notaire, porte-parole des notaires du Grand Paris et spécialiste, on vous connaît Thierry, des marchés immobiliers. Alors en introduction, je voudrais dire que c'est l'occasion, parce qu'on a deux notaires, on a la chance d'avoir deux notaires sur le plateau, de montrer que le notaire est au cœur des enjeux de société. Alors bien sûr, l'immobilier, le logement, mais aussi le patrimoine, la transmission, l'environnement et puis les défis de demain autour justement de l'aménagement du territoire, les nouveaux usages. On a besoin de conseils, on a besoin d'expertise, on a besoin de confiance. Vous avez un rôle clé et justement, on va voir avec vos éclairages, que ce soit l'immobilier aujourd'hui ou demain, peut-être des bonnes décisions à prendre, en tout cas, y voir plus clair. On va commencer avec vous, maître Delsal, par le marché de l'immobilier, où en est tout d'abord l'activité au niveau national. Au niveau national, ça va pas terrible. Hein. Ça fait quand même 2 ans que c'est... Ça s'arrange pas un peu ? Alors ça s'arrange un petit peu, ça s'arrange sur les prix. Bon. En fait, et d'ailleurs, il y a pas mal de vos collègues qui se posent la question, est-ce que c'est pas le moment d'acheter ? Et d'ailleurs, très souvent, on l'entend. Très souvent, oui. Mais je crois que c'est vrai qu'on peut se poser la question plus en ce moment qu'il y a 6 mois ou il y a 1 an. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les prix sont en train d'atterrir en province aussi bien qu'en Île-de-France. On va le voir un peu plus précisément. Mais cet atterrissage, on va dire un peu en douceur. Alors c'est vrai que si on regarde les chiffres à l'année, on est encore dans du négatif. Mais quand on regarde au trimestre, le dernier trimestre qu'on a commenté, c'était le 2e trimestre, donc voilà, de mars à juin. Et si on regarde toutes les promesses de vente du 3e trimestre, là par contre, qui se sont signés dans nos études, on voit que les prix sont en train de se stabiliser. Et il ne faut pas être très devin de ça. Quand on voit cette descente un petit peu des prix qui se stabilise ici, vous allez voir sur les graphes, on ne peut que deviner que ça va remonter. Donc, quand on est acquéreur depuis 2 ou 3 ans, qu'on attend que ça baisse de 15, 20, 30%, là, aujourd'hui, on a vu que malheureusement pour eux, ceux qui attendent les 30% ne le rencontreront pas. Là, on a des baisses sur plusieurs années de 15%, de peut-être même 20% à Lyon. Absolument. Voilà, sur plusieurs années. Mais sur plusieurs années. Et là, aujourd'hui, il y a tous les éléments pour se dire que ça va repartir. Les taux d'intérêt, ça y est, commencent à baisser. 3,62% en moyenne, on va dire, sur 20 ans. On était à 4,20% en décembre l'année dernière. Voilà, et c'est encore en train de baisser. Ouais. Vous avez vu la Fed hier qui a encore baissé de 0,25. Donc des belles perspectives, on dit autour de 3% fin d'année. Oui. Voilà, donc d'ici cette fin d'année, ça devrait encore baisser. Or, comme moi, je me mets à la place d'un acquéreur qui, depuis 2 ou 3 ans, attend. Il est dans l'attentisme des prix qui baissent. Mais il y a une frustration qui s'est mise en place. Et je leur dis, c'est peut-être le moment d'y aller. Peut-être que les taux vont encore baisser, mais les prix, eux, vont remonter. Donc, l'idée, c'est d'acheter maintenant. Si tant est que le dossier financier à la banque passe, et puis vous refinancez ensuite dans 1 an, quand les prix auront vraiment baissé. Les taux auront vraiment baissé. Donc l'idée, c'est d'acheter peut-être au moment où le marché est en bas, se faire financer maintenant. Là, c'est vrai que les taux ne sont pas les plus bas qu'on ait. On ne reviendra jamais à 1%, mais on peut rêver d'arriver à peut-être à 2 ou 2,5. Eh bien, à ce moment-là, vous refinancerez votre crédit. Alors, chaque bien immobilier, évidemment, est unique. Au niveau national, juste avoir en tête qu'actuellement, c'est quoi ? On est à -2, -4%.
à peu près en moyenne, mais c'est une tendance nationale. Voilà. Au niveau de Paris, là, c'est plus important. On est près de 7% de baisse sur une année, mais il va y avoir un ralentissement de cette baisse de prix. Mais au niveau des ventes, alors... le volume n'est pas bon. Les volumes ne sont pas bons du tout. Oui. Au niveau national, on est en dessous des 800 000. Donc, on a enregistré à fin juin 792 000 transactions sur un an, sur 12 mois glissants. Donc, à la fois, on est loin des 1 200 000 ventes que l'on a connues il y a 2 ans. Vous calculez, ça fait moins 50%. Mais on est beaucoup mieux que certaines années où il y avait 600 000, 700 000 ventes. Oui, alors certaines années, il n'y en a pas eu beaucoup. Des années à 650 000, c'était la crise de 2009. Mais sinon, on était plutôt dans les 800 000, donc à peu près comme en ce moment. Bon, mais cela dit, depuis cette période-là, le parc immobilier a augmenté. On a construit en France. Donc aujourd'hui, on dit que le taux de rotation, quand il était à 1,2 million, il y avait un taux de rotation de plus de 3%. De 3% du marché qui tournait. Aujourd'hui, on est à 2%. Donc vous voyez, il y a quand même une petite marge de progression. Alors en Ile-de-France, là, là par contre, on est encore plus bas qu'au niveau national. On est à peine 100 000 transactions. Une chute notamment des maisons. Ah, les maisons, oui, les maisons aujourd'hui, elles souffrent de la réglementation thermique dont Marie-Hélène va certainement parler. Mais donc là, oui, le marché des maisons n'est pas bon du tout. Il n'était pas bon avant Covid. Le marché des maisons n'était pas très très bon. Tout le monde rêve d'une maison, mais c'était des maisons qui étaient chères. Et en fait, il y a eu ce phénomène Covid de la soif de verre, la soif de surface, qui a fait qu'il y a eu un rattrapage des maisons qui ont augmenté plus que les appartements. Et là, il y a un effet de boomerang. Alors, on dépasse l'effet de boomerang si l'on regarde la carte de Paris, les arrondissements, l'évolution des prix, parce qu'on parle beaucoup de fractures des territoires. Il y a aussi des fractures au sein de Paris, au sein d'arrondissements, entre le 6e et puis le 19e. Oui. Mais le 19e, alors, là où on le voit très bien, les écarts se creusent. Mais en fait, les écarts se creusent, c'est assez, ça s'explique assez bien. C'est que tous ces arrondissements populaires, là, on le voit très bien, ce croissant de l'Est, là, c'était des arrondissements qui avaient beaucoup augmenté parce que depuis 3, 4, 5 ans, c'était des arrondissements qui avaient profité d'un effet de report. Pourquoi ? Parce que c'était très cher dans le centre de Paris et donc ceux qui voulaient être dans le centre ne pouvaient pas se payer un appartement dans le centre et allaient sur ces arrondissements plutôt que d'aller en banlieue. Ils disaient bon, on veut rester à Paris, près de la culture et on ira dans les arrondissements moins cher. Ce qui fait qu'il y a eu en fait cette boboisation de ces quartiers qui a fait des augmentations très importantes. Et aujourd'hui, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe depuis 2 ans où les volumes sont pas bons ? Eh bien, les acquéreurs aujourd'hui voient OK, c'est moins cher que dans le centre, mais vous avez vu l'état de l'immeuble, c'est vrai que c'était des immeubles qui étaient moins bien entretenus ou moins bien construits. Et donc aujourd'hui, les défauts, ils se payent dans le prix. Et donc, il y a une chute plus importante des prix dans ces arrondissements-là que dans le centre, qui est toujours très demandé. Les perspectives, selon vous ? Alors, les perspectives par rapport à ce que je venais de dire, moi, je m'attends d'ici Noël, à peut-être pas une ruée, mais en tout cas un retour des acquéreurs. Il se traduit déjà dans les agences. Il y a déjà beaucoup de visites, il commence à y avoir pas mal d'estimations, pas mal de promesses de vente aussi. Et puis surtout, les banques ont rouvert les vannes. Les banques n'ont pas fait leurs chiffres cette année. Et le crédit immobilier redevient un véritable produit d'appel. Voilà, et ils ont 4 mois. Ils ont 4 mois pour finir leur année. Et donc là, c'est là où tous les facteurs sont au vert. Les vannes sont rouvertes, le taux baisse un peu et les prix 3% fin d'année. Voilà, on peut s'attendre à ça et les prix sont à mon avis au plus bas. Donc et comme il n'y a pas beaucoup de construction depuis quand même beaucoup d'années, tous ces acquéreurs ne peuvent pas se tourner vers des produits neufs. Il n'y a que l'ancien et il n'y a pas beaucoup d'offres et je crains malheureusement que les prix remontent très vite et avec un effet fort qu'on ne pourra pas maîtriser parce que le temps de construire un immeuble, surtout avec les municipales qui font que ça va retarder les décisions. Voilà, et on sait très bien que tant qu'il y a des municipales, il ne se passe rien chez les promoteurs avant, il n'y a pas de permis de construire avant les municipales. Donc ce n'est pas des immeubles qui ne vont pas être offerts, même en VFA, des immeubles même pas construits, mais des immeubles en VFA, donc même pas pour y loger tout de suite, c'est pas avant 2027. Donc vous voyez un petit peu et donc ça va être un peu la ruée sur l'ancien. Et ça me fait un peu peur. Bon, alors, on ne va pas avoir peur. On se projette dans quelques années, et surtout dans
quelques jours on va rester sur l'immobilier, la construction, les projets de demain avec le congrès des notaires de France à Bordeaux, 25 au 27 septembre, sur le thème de l'urbanisme durable. Alors, pourquoi ce choix et quel est l'objectif ? C'est parfait que vous me posiez cette question, parce que justement, on parlait là du logement. On parlait du logement, et qui a été aussi la thématique du congrès de l'année dernière, de 2023. Et en fait, le principe du congrès, c'est toujours de choisir un sujet qui est en lien avec les préoccupations de la société et donc de nos clients. Et finalement, moi, je suis partie du constat qu'aujourd'hui, qu'est-ce que veut un client ? Avoir un logement, accéder au logement, c'était la thématique de 2023. Mais il veut que ce logement s'insère dans un environnement sain, équilibré et surtout qui se préserve sa santé. Et donc la notion d'urbanisme durable, c'est une notion qui est très liée en effet à l'aménagement du territoire, mais dans sa globalité, c'est-à-dire comment s'insère aujourd'hui et qu'est-ce que recherche le client dans le logement et comment il s'insère dans la vie de tous les jours. Voilà. Et l'urbanisme durable, si vous voulez, c'est aujourd'hui, d'ailleurs c'est vers un urbanisme durable, c'est concrètement, on pose le constat qu'il faut aujourd'hui définitivement abandonner la politique de l'aménagement du territoire qui a prévalu depuis les années 70 et plus particulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc là, on est sur des propositions. Oui, et puis il faut bien dire que ce congrès, c'est l'aboutissement de 2 ans de travail. Je crois qu'il y a un rapport de 1000 pages, enfin, c'est un travail colossal. Alors, c'est un rapport qui est de 1000 pages avec 9 personnes qui ont travaillé sur les commissions. Un rapporteur général exceptionnel, une équipe formidable qui a été entourée, qui nous a entourés, qui a analysé de bénévoles, ça il faut le souligner, et qui ont en fait donné beaucoup plus que le rapport. Ils ont donné leur pratique, leur analyse. Toutes ces personnes, tous ces notaires viennent de tous les territoires de France. Aucun n'a été oublié. Et au travers de ce rapport, c'est leur analyse aussi de praticiens, des problématiques qui remontent et qui font qu'aujourd'hui, on a des propositions. Voilà. Alors, parmi ces propositions, et pour ouvrir les yeux justement à tout le monde, quelques propositions emblématiques. Elles sont toutes emblématiques. Alors, une sélection. Alors, je vais en sélectionner. Parce que, alors, je vais commencer par quelque chose qui va parler à tout le monde. Comme ça, je vais vous parler du recul du trait de côte. Voilà. C'est quelque chose, je pense, qui aujourd'hui est très médiatisé et la question législative n'a pas été traitée en entier. Alors, pour faire très court, aujourd'hui, la loi climat et résilience ne traite finalement que de l'avenir et des constructions à venir. La loi climat et résilience ne s'est pas positionnée sur le bâti qui va être concerné dans moins de 5 ans sur le recul du trait de côte. Nous, on sait, par rapport à nos clients et notre clientèle, que c'est une urgence qu'il va falloir traiter. Et notre proposition, c'est de trouver un consensus, un juste milieu par rapport au droit de propriété. Donc, d'instaurer la possibilité pour les collectivités qui ont également des contraintes financières de pouvoir préempter que partiellement, c'est-à-dire se porter acquéreur que partiellement d'une partie du terrain, le sol et le sous-sol, et permettre à l'acquéreur ou au propriétaire de rester propriétaire d'un droit de superficie. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Voilà. Ça signifie que celui qui bénéficiera de ce droit de superficie sera totalement informé que de toute façon, à un moment donné, il va devoir quitter la maison, le bien, et qu'à un moment donné, il y aura une démolition qui pourra être programmée par la collectivité. Et tout ça pourra se faire de manière progressive et programmée et en concertation entre la collectivité et le propriétaire du bien. Ça, c'est l'une des propositions. C'est l'une des propositions. Autre proposition, le statut de l'arbre dans le Code civil. Je me doutais, oui. Ça, quand même. Alors, proposition médiatique, ça. Voilà. Ça parle à tout le monde. Ça parle. Alors, pourquoi ? Déjà, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on traite sur de l'aménagement du territoire, on traite de l'urbanisme, mais avec l'urbanisme durable, on traite aussi de l'environnement qui doit s'intégrer et qui doit être intégré à l'urbanisme. Et finalement, l'arbre, c'est emblématique. L'arbre en tant que tel, c'est emblématique. Il est partout, l'arbre. Il est dans nos villes, il est dans nos propriétés, il fait partie du paysage. Il fait aussi partie du bien-être visuel. Et aujourd'hui, dans le Code civil, il y a déjà pas mal de textes qui intègrent le droit de l'environnement.
Donc il faut le préserver pour l'intérêt commun. Il faut le préserver pour l'intérêt commun. Et au même titre qu'aujourd'hui on a un statut et un régime particulier pour les animaux qu'il faut protéger, eh bien on s'est dit que le 120e congrès pouvait porter également la nécessité aussi pour le Code civil de porter un statut à l'arbre. Autre proposition. Proposition. Alors, il y en a une qui est un petit peu plus, qui va être peut-être un petit peu plus parlante pour les collectivités, mais qui aussi va parler à nos auditeurs lorsqu'ils ont, par exemple, un projet de construction et que ce projet de construction englobe un terrain qui est traversé par une route ou par une voirie. Voilà. Aujourd'hui, dans ce cadre-là, on est obligé de demander 2 demandes de permis de construire. Ce qui n'est pas très logique, puisque finalement, on le sait très bien, quand vous achetez ce type de parcelle, c'est que vous avez un seul projet. Donc pourquoi déposer 2 demandes d'autorisation alors que vous avez un seul projet? Donc l'idée, c'est simplifier, de dire, finalement, ce qu'on doit regarder, c'est le projet, et ce qui doit être instruit, c'est le projet dans sa globalité, et non pas la parcelle en tant que telle. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura pas, bien entendu, une étude globale, mais l'instruction se fait sur le projet. Voilà pour des exemples. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de réformes qui sont issues de ces différents congrès maîtres. Depuis des années aussi, il y a eu des choses très importantes. Peut-être qu'on ne sait pas, que ça provient des notaires, des propositions. Les Français l'ignorent, mais Marie-Hélène le disait, on en est au 120e congrès. Ouais. Donc c'est quand même, oui, un petit peu, le 120e, c'est un congrès par an, avec chaque année entre 15 et 25 propositions, ça dépend un petit peu des années. Et on est en train de comptabiliser le nombre de propositions qui ont été suivies, de textes de loi, de décrets. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est une courroie de transmission. Marie-Hélène le disait, on est au contact de nos clients tous les jours, ce qui n'est pas forcément le cas des pouvoirs publics. Et donc, on s'interdit en revanche, nous, de faire des propositions corporatistes, on fait des propositions qui vont faire évoluer la société. Donc à chaque fois... Et qui infusent et qui vont venir petit à petit, comme ça, s'imposer. Voilà, alors c'est soit des textes qui ont été pondus par les pouvoirs publics mais qui ne marchent pas, donc on leur dit pourquoi ça ne fonctionne pas, faut peut-être modifier telle ou telle chose, soit c'est carrément des créations. Donc par exemple, c'est tout bête, mais les Français l'ignorent peut-être, mais la copropriété, le système de la copropriété, elle est née d'un congrès. Dans le neuf, j'en parlais tout à l'heure, mais dans le neuf, vous avez les ventes en état futur d'achèvement. À l'époque, il n'y avait pas ça, ça n'existait pas. En fait, c'était quand on voulait construire un immeuble, il y avait un promoteur qui réunissait des personnes qui se mettaient en société. Les banques n'étaient pas là pour financer la construction. Et chacun se mettait en société et apportait son argent. Bon, ça avait fonctionné, mais enfin, ce n'était pas l'idéal. Donc, on a mis en place cette vente en état futur d'achèvement. Et ça a été suivi ensuite sur la rénovation. Parce que là aussi, il y avait besoin d'un statut. Donc, c'est ce qu'on appelle la vente d'immeubles à rénover. Et là, c'est pareil. On s'est posé beaucoup la question d'encadrer un petit peu ces rénovations. Et à partir de quel moment on rénove ? Est-ce que c'est quand on change un bidet ? Ou est-ce que c'est quand on change, quand on modifie toute la structure de l'immeuble en gardant juste la façade ? Vous voyez ? Donc, ça, c'est un autre exemple. Mais vous en avez plein. Prêt à taux zéro aussi. Prêt à taux zéro. Oui, ça, c'est quelque chose qui a été une avancée énorme pour le financement et l'accession à la propriété des primo-accédants. Et donc ça, c'était vraiment pour moi, en ce qui me concerne, une disposition et quelque chose qui est phare par rapport aux primo-accédants. Et pour revenir sur la VIR, parce que tu parlais de la VIR, c'était à ton congrès, je crois. Oui, absolument. Je m'en souviens. Dans lequel, il a été le président de congrès. Hein. Oui. Il ne le dit pas, mais il a été président de congrès. Hein. Mais oui, je ne sais plus, c'était à Deauville en tout cas. Et en fait, cette question-là et cet outil, maintenant que tu en parles, va sûrement servir dans le cadre du réaménagement de nos territoires. Construire la ville sur la ville, ça veut dire... C'est l'avenir. C'est l'avenir, ça veut dire repartir sur l'existant, parce que privilégier l'existant. Et l'outil de la VIR pourra être un bon vecteur. En changeant la destination des friches industrielles ou commerciales pour devenir du logement. Se réapproprier. Pensée réversible aussi. Pensée réversible, se réapproprier de la maîtrise foncière.
Voilà, à l'heure de la sobriété foncière, se réapproprier de la maîtrise foncière. Alors justement, tous les deux, pour terminer, quels sont vos bons conseils pour ceux qui veulent justement acheter ou vendre un bien immobilier? Vos bons conseils, au-delà de l'emplacement, Marie-Hélène. Au-delà de l'emplacement, parce que c'est une des premières préoccupations. Hein. Les bons conseils, ne pas forcément s'arrêter à ce que l'on voit. Voilà. Moi, je suis quelqu'un d'assez... Visiter aussi plusieurs fois, être accompagné d'un professionnel, même se rendre la nuit, éventuellement le week-end pour voir... Non, pas forcément ni la nuit ni le week-end. Des fois, mais pour des nuisances... Alors, il y a l'environnement, il y a l'emplacement, certes, mais il y a l'environnement. Et ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Quand on parle d'un emplacement, c'est parce qu'on regarde où il est situé par rapport à une école, et qu'on regarde par rapport à sa façon de vivre, entre guillemets. Par contre, quand on parle d'environnement, là je vous rejoins, c'est comment est-ce que ça se passe le soir, voilà. Quelles sont les conditions, entre guillemets, quelles sont les conditions de vie globales de l'endroit où je vais m'installer et est-ce qu'ils me correspondent. Oui, ça c'est clairement, et d'ailleurs c'est de plus en plus une préconisation que l'on fait et que l'on conseille à nos clients, c'est-à-dire d'avoir cette curiosité de voisinage. Une curiosité que je trouve que les clients perdent un peu. Voilà. Il faut qu'ils se rendent à la mairie pour voir les projets de construction. Tout ça c'est capital. Enfin en tout cas quand on achète dans un village, mais même dans une ville, il peut y avoir des projets avec un immeuble qui va être construit peut-être pas en face, mais pas très loin. Donc se renseigner à minima sur les projets. Il n'y a pas longtemps, notamment sur la construction d'un hypermarché avec en dessous à proximité de là, avec une semelle. Et donc en fait, il apprend 10 jours avant la signature de la vente que finalement il va y avoir un diagnostic spécifique sur la solidité de l'immeuble dans laquelle il va acheter avant que les travaux soient réalisés. Alors que finalement cette chose-là aurait pu être en effet vue en amont. Et donne en plus un stress qui est inutile. Enfin voilà. DPE, performance énergétique. J'imagine on vous le demande de plus en plus. C'était un peu dans la question. Est-ce que quels sont les bons conseils quand on vend, pas quand on achète, mais quand on vend. Quand on vend. Et c'est vrai que quand on vend, il faut déjà. Aujourd'hui, il y a une obsession chez les acquéreurs, c'est l'étiquette énergétique, à tort ou à raison. Mais en tout cas, c'est l'obsession. Et ils veulent souvent l'intégrer. C'est un bon moyen pour négocier, parce que très souvent, vous avez, en tout cas pour les passoires thermiques, vous avez même des préconisations chiffrées de ce qu'il faut faire. Donc forcément, ça a un impact sur le prix. Donc quand vous vendez, la première chose à savoir, pas la première, mais une des choses importantes en ce moment, c'est de savoir quelle est votre étiquette énergétique. D'autant qu'il y a des échéances, logiquement, 1er janvier 2025, qui vont diminuer. Ceux qui sont classés G, normalement, pas de location, en tout cas au renouvellement du bail à la première location. Donc ça approche quand même. Voilà, et du coup, peut-être faire les travaux ou un minimum de travaux qui vont faire que ça va améliorer votre étiquette sur le marché. Parce que si vous vendez du G, l'étiquette la pire qui soit, vous pouvez peut-être faire un peu de travaux et puis passer l'étiquette en amélioré, en F ou E, pourquoi pas. Et du coup, vous vendez mieux. Bon, ça, c'est vraiment les trucs en ce moment. Et puis aussi, c'est d'aller voir votre banque si vous vendez pour voir, parce que ça y est, maintenant, on revoit les prêts relais qui recommencent. Je vous parlais des banques aujourd'hui qui ont un chiffre d'affaires à faire. Les prêts relais recommencent. Donc, ça va donner de la fluidité au marché. Et donc, vous, généralement, quand vous êtes vendeur, vous dites, est-ce que je vends d'abord ou est-ce que j'achète? C'est l'éternelle question. Donc, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'offres. Donc, moi, je serais encore dans le conseil il faut d'abord trouver votre bien et ensuite vous vendez. Et tout ça grâce à un prêt relais. D'autres conseils? Alors oui, moi je vais être... j'entends la question de la notation, elle est très importante par rapport à la location, mais ce qu'on voit là en affichage, ce n'est qu'une partie de la réglementation sur le logement décent. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes en B, C ou D que pour autant vous pourrez le louer. Parce qu'il y a d'autres critères dans le logement décent, et qu'il ne faut pas s'arrêter uniquement à la notation. La notation est importante, elle a aujourd'hui un impact pour ce que je peux constater moi sur mes dossiers sur le financement bancaire, puisqu'aujourd'hui maintenant les banques regardent énormément la notation par rapport au financement. Mais si c'est vraiment un produit d'investissement locatif, je conseille toujours à mes clients et je prends une consultation, je leur fais une consultation spécifique sur dire attendez, vous êtes en D, ok. Vous n'avez pas un blanc-seing potentiellement pour louer. On va regarder si tous les autres critères sont remplis pour que vous puissiez en effet louer et que le logement soit considéré comme étant décent. L'investissement locatif,
Bon, le Pinel va s'arrêter fin d'année, Maître Delsal? Oui, en ce moment, il n'y a pas beaucoup d'investisseurs, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les placements financiers sont peut-être plus attractifs depuis quand même quelques années. Donc, on n'a pas beaucoup d'investisseurs dans la clientèle en ce moment, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Hein, c'est très clair. Des conseils sur des quartiers porteurs ou des villes que vous sentez... qui vont prendre un peu de valeur, ou des quartiers, je sais que vous êtes pour moi, c'est la Petite Couronne. La Petite Couronne, oui. C'est clair. La Petite Couronne qui avait beaucoup augmenté, c'est un peu comme d'ailleurs les arrondissements dont je vous parlais, les arrondissements populaires de Paris à l'Est. La Petite Couronne avait rattrapé un petit peu Paris, il y a eu beaucoup d'augmentation. Mais bon, elle a mis plus de temps à baisser, ses prix ont baissé 1 an après Paris, mais le rattrapage s'est fait. Aujourd'hui, la stabilité, elle est là, aussi bien à Paris qu'en Petite Couronne. Et moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, le Grand Paris, ça y est, il va se construire. Là, il y a quelques lignes de métro pour les Jeux Olympiques qui ont été ouvertes, qui se sont rallongées. Donc, le périphérique ferroviaire du Grand Paris est en train de se mettre en place. Il va encore y avoir 2, 3, 4 ans peut-être. Et là, il va y avoir certainement des augmentations et des plus-values à faire. Bon, pour autant, il faut vivre avec les travaux. Ça, c'est un autre problème. Eh bien, ce sera l'occasion d'une autre émission. En tout cas, merci à tous les deux pour vos bons conseils, vos éclairages. Rendez-vous très important, le congrès des notaires, 25 au 27 septembre 2024, Bordeaux, vers un urbanisme durable. Merci infiniment à tous les deux. Merci. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.